Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la musculation en discutant de prise de muscle, de comment agencer ses séances, de comment agencer ses séries, de récupération et d'autres choses dans une série de 2 épisodes se terminant avec celui-ci. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, il est disponible sur la chaîne. Il a le même nom que celui-ci et il y a marqué 1 sur 2 dans le titre. Et celui-là, il y a marqué 2 sur 2. Donc, pour commencer ce premier épisode, eh bien, on va voir 3 manières que vous pouvez faire, 3 choses qui sont payantes que vous pouvez faire pour mesurer votre niveau de récupération. Heu, c'est donc payant et c'est assez contraignant à faire, mais ce sont des méthodes qui sont très fiables. La première d'entre elles, c'est une biopsie musculaire pour voir tout simplement où en sont vos niveaux de glycogène. Le deuxième point, c'est de faire des prises de sang pour tester vos niveaux de testostérone et de cortisol. Cortisol, vous le savez, qui est notamment l'hormone liée au stress. Et puis la troisième méthode, c'est l'IRMF, donc l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, hein. Donc c'est un IRM qui va scanner en particulier votre cerveau et mesurer son activité. Donc voilà pour les 3 tests permettant de connaître votre niveau de récupération. Vous pouvez faire cependant 2 tests qui sont donc possibles à faire dès votre réveil. Le premier test, c'est de tester sa force de grippe. Si vous pouvez constater, si vous constatez plutôt une baisse de l'ordre de 10 à 20 alors c'est que vous n'avez pas assez récupéré et qu'il faut globalement y aller mollo, hein, une baisse de l'ordre de 10 à 20 par rapport à quand vous êtes en pleine forme et que vous avez passé une super nuit et que vous êtes, en pleine forme quand vous vous levez. Le deuxième test, un peu plus complexe à décrire, c'est le test de tolérance au dioxyde de carbone. Pour cela, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous inspirez par le nez le plus profondément possible, puis vous expirez par la bouche et vous faites ça 4 fois. Puis vous prenez une 5e inspiration aussi profonde que vous pouvez, vous remplissez vos poumons au maximum, puis vous lancez un chronomètre et votre but, c'est de rejeter cet air qui est stocké dans vos poumons le plus lentement possible par la bouche. Arrêtez le chronomètre au moment où vous n'êtes plus en mesure d'expulser la moindre molécule d'air. Votre temps devrait être compris entre 1 seconde et 2 minutes. Si vous mettez entre 20 et 25 secondes ou moins, alors votre corps n'a clairement pas suffisamment récupéré de vos activités des jours précédents. Si vous mettez entre 30 et 60 secondes, vous êtes dans, entre guillemets, la zone verte et vous pouvez faire des efforts physiques. Et si vous êtes entre 65 et 120 secondes, votre système nerveux a très probablement entièrement récupéré et vous êtes libre de faire globalement tout ce que vous voulez. Donc ça, c'était pour des tests qui sont gratuits et que vous pouvez faire dès le réveil, la force de grippe et le test de tolérance au dioxyde de carbone. Ces tests mis à part, votre niveau de performance, peu importe vos sensations avant de faire votre séance, est un très bon indicateur de votre niveau de récupération. Des fois, vous vous sentirez peut-être fatigué mentalement et physiquement, puis après vous êtes correctement échauffé, eh bien vous serez en mesure de faire des records. Donc en résumé, êtes-vous en mesure de performer à votre niveau, habituel, voire au-delà? Si la réponse c'est oui, alors vous avez suffisamment récupéré pour pouvoir continuer à y aller à fond. Dit autrement, malgré les sensations que vous pouvez ressentir, si vous performez normalement, eh bien,
continuer tout simplement votre séance. Votre niveau de récupération doit être déterminé grâce à votre niveau de performance avant tout, bien que les tests précédents puissent tout de même vous donner une bonne indication et une bonne idée de la tendance au niveau de la récupération. Un autre bon indicateur de votre niveau de récupération, c'est votre motivation à l'effort. Si on vous pose la question de savoir si vous êtes prêt pour faire votre séance et que vous répondez: «Bien sûr, je suis bouillant, allons tout péter», alors, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous ayez bien récupéré. Parce que le fait d'être motivé, c'est donc un signe que vous avez plein d'énergie dans votre corps, plein d'énergie disponible et que votre corps, il vous dit: «Va dépenser cette énergie, on y va, let's go». Si en revanche, la question précédente résonne en vous comme un coup de poing dans le ventre et que vous savez que vous allez vous forcer à faire les exercices si vous faites votre séance, alors il est possible que vous n'ayez pas assez récupéré. Cependant, comme on l'a dit précédemment, des fois, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois et même assez récemment, voilà, on sent des petites douleurs un peu dans certains membres. euh, on a un peu mal, on se sent un peu fatigué mentalement, on n'a pas forcément envie d'aller faire sa séance. On s'échauffe, on fait la première série, tout va bien, on lance les séries de travail, on arrive à faire plus de répétitions ou à charger plus que la dernière fois. Et au final, tout va bien, on fait une super séance. Donc, quand même, si c'est possible, hein, bien sûr, si vous avez une demi-heure pour aller jusqu'à la salle de sport, par exemple, c'est un peu contraignant de faire cette demi-heure de route, de vous rendre à la salle et puis au bout de 10 secondes, vous rendre compte que non, non, c'est bien. Donc, c'est vrai que votre niveau de motivation à faire du sport, ça peut être une bonne idée quand même de votre niveau de récupération parce que vous le savez, par exemple, si vous passez une mauvaise nuit, la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de vous dépenser à fond et de faire du sport. Quand vous passez une mauvaise nuit, vous avez juste envie de dormir. Sauf que comme il faut pas dormir enfin, il faut pas essayer de dormir pour éviter de dérégler son sommeil et de vraiment passer beaucoup de mauvaises nuits d'affilée, eh bien, vous avez plutôt envie de passer la journée assis sur le canapé à rien faire globalement d'utile de votre journée. Donc, la motivation à l'effort, ça reste quand même un bon indicateur. Une autre manière aussi de déterminer votre niveau de récupération, c'est de regarder les tendances de votre fréquence cardiaque au repos, la nuit, et de votre VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. Euh, si votre fréquence cardiaque a tendance à diminuer au cours du temps, alors c'est un signe de récupération, tout comme si votre VFC a tendance à augmenter au cours du temps. Donc pour ça, soit non, en fait, vous avez juste un appareil, une montre, une bague, un matelas qui vous permet de le faire, votre téléphone, etc. Bref, vous avez un appareil qui vous permet d'avoir vos données biométriques de la nuit, de connaître votre fréquence cardiaque au repos la nuit et de pouvoir connaître aussi la variabilité de votre fréquence cardiaque. Plus la fréquence cardiaque au repos est basse et plus elle baisse au cours du temps, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir aller en dessous de... Ça va être très rare d'aller en dessous de 45 battements par minute et encore plus en dessous de 40, bien sûr, il y a bien un moment où ça va s'arrêter de descendre. Mais globalement, si vous partez de 59 battements par minute et que au fur et à mesure vous descendez 55, 52, 49, 48, 47, 46, ce sont des bons signes de récupération. Et à l'inverse, pour la VFC, on veut voir la valeur augmenter de plus en plus. Si vous commencez à 50, et bien ensuite, vous allez peut-être voir du 60, 75, 86, 80. Des fois, vous allez arriver jusqu'à du 130, 140. C'est parfait de voir ces nombres très très hauts. Donc pour la variabilité de la fréquence cardiaque, on veut que ça aille dans l'autre sens que la fréquence cardiaque, on veut que ça augmente au cours du temps. Cependant, si vous disposez d'appareils mesurant ces variables et vous donnant par exemple un score de sommeil et de préparation, c'est une bonne chose car ce sont des données importantes, mais il ne faut pas uniquement se baser sur elles,
il faut aussi s'intéresser à tous les facteurs que l'on vient, de lister précédemment, bien sûr. Donc, un autre point, c'est de faire attention à l'exposition au froid directement après vos séances, et c'est surtout une exposition au froid avec les bains glacés. Je sais que j'ai pu dire dans certaines de mes vidéos, dans les 2 premières vidéos de running, je crois, qui sont sorties sur la chaîne et dans d'autres vidéos probablement, j'ai pu dire que prendre une douche froide directement après son effort, ça pouvait empêcher la récupération. Il s'avère que en écoutant différents podcasts, eh bien, il s'avère que c'est pas tout à fait vrai. C'est surtout les bains glacés parce que l'eau est vraiment très très froide. C'est vraiment les bains glacés qui risquent de gêner votre récupération. Les bains glacés, eux, ils vont permettre de réduire fortement l'inflammation dans vos muscles, mais la récupération ne sera pas forcément optimale et en tout cas, vous n'aurez pas les gains musculaires optimaux. Mais une douche froide, même si vous vivez dans une région très froide, si vous avez de l'eau liquide, elle sera à plus de 0 degré quoi qu'il arrive. Et donc l'eau sera jamais vraiment assez froide pour gêner la récupération. Donc vous pouvez toujours prendre des douches froides si vous avez envie euh, après vos séances. Moi personnellement, je préfère prendre des douches chaudes, surtout en été, parce que prendre une douche chaude, ça permet de se rafraîchir. Prendre une douche froide, ça peut être intéressant en hiver pour se réchauffer. Hem, donc l'exposition au froid directement après sa séance, c'est pas idéal, heu, car donc malgré la réduction de l'inflammation, il semble que cela quand même interfère avec certains processus qui sont, comme je l'ai dit, très utiles pour la récupération. Donc c'est à tester, hein, pour vous-même, pour voir la différence tout simplement, en termes de performance et de récupération. Vous pouvez faire le test entre une fois où vous faites un bain glacé, une exposition au froid, et une fois où vous ne la faites pas directement après votre séance. De même, faire du cardio après vos séances, ça vous permettra pas forcément de récupérer plus vite. Déjà parce qu'en ajoutant une activité, il y a très peu de chances de ne pas augmenter la fatigue musculaire. En revanche, le cardio, dans ces conditions, ça peut permettre de réduire l'inflammation des muscles et donc vous pouvez vous sentir mieux le lendemain et avoir l'impression que vous avez mieux récupéré grâce à ça, ce qui n'est en fait pas vraiment le cas. Donc, c'est pas forcément une très bonne idée de faire du cardio après vos séances. Vaut mieux dédier des jours au cardio et d'autres à la salle. Vous pouvez faire en revanche potentiellement du cardio avant votre séance, mais quand on parle de cardio, on va parler surtout d'efforts longue durée et bientôt, dans les semaines et mois à venir sur la chaîne, dans les épisodes du podcast, on va rentrer plus en détail. J'en ai parlé dans la première vidéo de running qui est sortie il y a quelques semaines de ça. C'est la vidéo Courir pour découvrir. J'ai parlé des 9 facteurs d'adaptation. Eh bien, on va dans les prochains mois et semaines justement aller sur ces 9 facteurs et notamment sur tout ce qui concerne l'endurance. Et l'endurance, ça se résume pas à simplement les efforts longue durée que peuvent être la course à pied ou le vélo ou la natation. Il y a plein d'autres choses dans l'endurance. Donc, quand on parle de cardio ici, je fais surtout référence aux efforts longue durée. Et un effort longue durée comme de la course à pied que vous allez faire à un rythme modéré, un rythme où vous pouvez par exemple tenir une conversation sans avoir des points de côté et sans avoir de problème à courir. On prend l'exemple de la course ici. Eh bien, en faisant ce type d'activité, oui, ça va un peu générer de fatigue musculaire, mais vous pouvez le faire très bien avant vos séances de musculation. Il n'y a pas trop de problème, c'est pas un effort qui est si violent que ça. Voilà, c'est si vous commencez à aller très vite pendant très longtemps que là, ça va forcément causer beaucoup de fatigue et que ça peut, eh bien, gêner vos performances à la salle. Donc, ça, c'était pour le cardio.
Les facteurs les plus importants maintenant pour réduire la fatigue musculaire et la fatigue nerveuse, hein, puisque le système nerveux, c'est très important, puisque c'est lui qui va permettre de déclencher vos muscles, hein. Donc, c'est très important d'avoir un système nerveux qui a bien récupéré. Donc, ces facteurs pour réduire la fatigue musculaire et la fatigue nerveuse, ce sont le sommeil, la nutrition, l'entraînement léger. Vous n'ajoutez pas de l'entraînement léger, hein, vous n'ajoutez pas ce type de séance, vous remplacez des séances de moyenne slash haute intensité par de l'entraînement léger, de l'entraînement assez facile. Le quatrième point, c'est le repos et la relaxation. Quand on est éveillé, c'est différent du sommeil. Ce sont des phases pendant que vous êtes éveillé. Exemple, lire, regarder la télé. Et le dernier point, c'est le temps. Bien sûr, vous ne pouvez pas accélérer le processus de récupération. C'est la même chose que la sobriété lorsque vous buvez de l'alcool. Vous ne pouvez pas devenir plus, enfin, sobre plus vite. Faut laisser le temps, faire son travail, pour vous permettre, eh bien, de retrouver un niveau de sobriété et donc là, un niveau de récupération adéquat. On va maintenant, concernant les points que j'ai listés, voir les erreurs, les plus communes qui sont commises par les gens et par moi-même bien sûr, pour certaines, et donc quelques conseils concernant, ces facteurs. Le premier, c'est donc le sommeil et il y a 3 erreurs ici principales et assez communes. La la 1re, c'est évidemment de ne pas assez dormir en termes de temps. Donc, vous le savez, il faut chaque nuit essayer de dormir entre 7 et 9 heures, ce qui implique que vous allez être dans votre lit entre 8 et 10 heures par nuit, puisque il ne faut encore une fois pas confondre le temps passé dans le lit et le temps passé à dormir. Et généralement, l'efficacité de votre sommeil, elle va être entre, je l'espère, minimum 80%, et si vous avez une super efficacité, vous pouvez aller jusqu'à des 93-95%. Bien que ce soit rare et bien qu'avec l'âge, l'efficacité du sommeil ait tendance à diminuer, ça reste quand même, il faut quand même essayer de viser au maximum 85% d'efficacité. Et donc, ça peut vouloir dire aussi avec l'âge, eh bien, de rajouter du temps dans le lit pour essayer d'avoir plus de temps de sommeil et une meilleure efficacité. La deuxième erreur, c'est d'avoir un sommeil de faible qualité. Donc, c'est de dormir dans un lieu bruyant, dans un lieu lumineux, dans un lieu chaud, ou de prendre de la caféine tardivement dans la journée, hein, caféine qui a une demi-vie de l'ordre de entre 8 et 12 heures, ça dépend des personnes. Donc, en gros, si vous buvez du café, la dernière tasse que vous prenez dans votre journée, il faut que ce soit, vers, au maximum 1 heure de l'après-midi, à la fin de votre déjeuner, tout simplement. La troisième et dernière erreur, concernant le sommeil, c'est le timing coucher-lever, et la régularité. Ce que vous devez faire, c'est chercher quels horaires sont le mieux pour votre récupération et pour la qualité de votre sommeil. Se coucher et se lever aux mêmes horaires tous les jours, plus ou moins 30 minutes, avec de temps en temps peut-être une petite exception, c'est-à-dire vous pouvez, si vous le faites fréquemment, ce sera, moi je dirais que la fréquence, ça doit être maximum 1 fois par semaine. Et peut-être que le mieux, c'est une fois toutes les 2 semaines ou 1 fois par mois de faire une petite entorse à ça. Donc c'est se lever et se coucher toujours aux mêmes horaires. Et comment déterminer quels horaires sont le mieux pour votre récupération, pour la qualité de votre sommeil? C'est tout simplement, eh bien, de connaître votre chronotype. C'est de savoir, est-ce que vous êtes quelqu'un du matin? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez neutre? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un du soir? Donc des chronotypes, il y en a 5, il y a matinal extrême, matinal, neutre, du soir et du soir extrême. Vous devez absolument savoir lequel vous êtes pour pouvoir
eh bien, adapter vos horaires de lever et de coucher à votre rythme naturel et biologique. Ça vous permettra de beaucoup mieux récupérer, d'avoir un sommeil de meilleure qualité, d'avoir plus d'énergie, d'être mieux, tout simplement. Maintenant, abordons les erreurs concernant le repos et la relaxation. Donc, ici, il y en a un peu plus des erreurs communes, hein, j'en ai listé 6. La première, c'est d'avoir un niveau faible d'activité, hem, une balade lente, un petit tour à vélo, jouer aux jeux de société, regarder la télé, lire. En fait, il faut une faible demande physique et mentale pour le repos. Donc, donc ce que je viens de lister, ce ne sont pas des erreurs. Ce que je viens de lister, ce sont les choses à faire justement. C'est d'avoir un faible niveau d'activité quand vous n'êtes pas en train de faire votre séance. C'est-à-dire, vous avez fait votre séance le matin, l'après-midi, vous allez évidemment continuer de vivre, mais il faut faire de l'activité, il faut continuer à bouger bien sûr, mais il faut que ce soit de la faible intensité. Donc comme j'ai dit, une balade tranquille, lente, que ce soit à pied ou en vélo, jouer aux jeux de société avec vos amis, votre famille, comme vous voulez, ou avec vos collègues de travail pendant les pauses. Regarder la télé, lire, voilà, il faut faire quelque chose qui a une faible charge physique et une faible charge mentale afin de pouvoir bien récupérer. Heu, Globalement, si l'activité que vous pratiquez, ça vous essouffle, si vous sentez que votre cœur si vous le sentez bien battre dans votre, cage thoracique, ça implique que l'activité que vous êtes en train de faire n'est pas reposante. De même, si votre cerveau il est très actif, s'il est très engagé lors d'une activité non physique, comme par exemple une discussion en ligne, la lecture de ses mails ou la lecture d'un livre, alors vous ne reposez pas votre corps puisque vous ne reposez pas votre cerveau. Encore une fois, il faut faire des activités qui soient reposantes physiquement et mentalement. Si vous êtes justement relaxé physiquement et que vous pouvez vous ennuyer à faire l'activité que vous avez choisie, c'est probablement une activité qui est relaxante pour votre corps. Par exemple, si vous regardez la télé, il y a de fortes chances pour qu'à un moment, au bout de quelques heures, vous en ayez marre, vous vous ennuyez, vous avez envie de faire quelque chose. Si c'est le cas, soit vous vous dites, ok, ben c'est juste que je suis relaxé, je vais continuer à regarder ma série ou mon film, etc. Ou alors, si vous avez impérativement besoin de bouger et de faire autre chose, bah vous prenez vos baskets et vous allez faire une marche tranquille, très lente. Vous marchez comme ça, vous profitez de l'extérieur, même s'il pleut, même s'il y a du vent, voilà, c'est pas grave, vous sortez. Si vous avez vraiment besoin de faire quelque chose et de couper par rapport à cette activité, vous y allez. Et puis une fois que vous vous ennuyez en train de marcher, bah, vous revenez chez vous et vous lisez par exemple, etc. Un autre point, c'est avoir une conversation avec ses amis, heu, au restaurant, par exemple, en étant, confortablement, pardon, installé, et rire. Voilà, rire, ça permet grandement de réduire la fatigue, ça permet de vraiment, bien récupérer, premier degré. Ça a un effet assez, transformateur, heu, c'est vraiment incroyable, rire, ça a un grand pouvoir pour la récupération. Une autre chose qui a un bon pouvoir, c'est d'avoir un contact physique avec votre partenaire ou avec vos animaux de compagnie. Voilà, ce sont des activités qui sont très relaxantes pour le corps. Et même, voilà, si vous avez personne avec qui parler, bah, vous pouvez avoir peut-être une discussion avec ChatGPT. Ça peut vous permettre, de rire, peut-être pas, mais en tout cas de relaxer un peu votre corps. Globalement, il ne faut pas se sentir coupable de prendre 1 ou 2 jours de repos par semaine durant lesquels vous, bougez et travaillez très peu, car, eh bien, il est primordial de bien récupérer et donc de bien se reposer et se relaxer afin de pouvoir continuer à performer la semaine qui suit. C'est comme lors d'une course automobile, hem,
Les jours où vous faites vos séances correspondent à des tours de circuit, puis, puis votre ou vos jours de repos correspondent aux arrêts au stand pour changer les pneus et remettre de l'essence. Phase qui est évidemment essentielle pour pouvoir continuer à faire des tours de piste le plus vite possible pour la suite. Les erreurs concernant la nutrition maintenant. euh, Premièrement, il faut manger suffisamment de graisse et de protéines. Et pour savoir si c'est le cas en tant qu'athlète, il faut regarder si votre poids reste stable dans le temps. Ceci afin, bien sûr, de pouvoir récupérer de la meilleure façon possible. Vous pouvez aussi installer des applications vous permettant de traquer vos macronutriments, euh, les macronutriments que vous avez que vous ingérez lors de vos repas, pour savoir un peu les quantités que vous avez prises, en faisant tout de même attention parce que les bases des données des applications sont pas forcément toujours fiables, hein. Des fois, ce sont les utilisateurs, et majoritairement, ce sont les utilisateurs qui ont renseigné les quantités, et il peut y avoir des erreurs, bien sûr, hein, l'erreur est humaine. Donc, il faut quand même faire attention et vérifier, hein, si vous en avez la possibilité, vérifier à deux fois que les informations sont assez cohérentes avec, par exemple, ce que vous pouvez trouver sur les paquets que vous achetez. Heu, voilà, généralement, il y a les valeurs énergétiques et les valeurs nutritionnelles. Donc ça peut vous permettre de connaître et de vérifier avec ces applications, mais donc manger suffisamment de graisse et de protéines. Hem, Ensuite, il faut évidemment avoir ces graisses et ces protéines avec, eh bien des sources de qualité. Voilà, d'où viennent les graisses et les protéines que vous, ingérez. Est-ce que ça vient de la malbouffe? Est-ce que ça vient de poudre de protéines? Ou est-ce que ça vient de sources qui sont, naturelles et de bonne qualité comme des œufs, de poules élevés en plein air ou, de la viande d'animaux qui ont été élevés également en plein air? Voilà. Ou est-ce que ça vient, d'animaux élevés en cage, auquel cas la qualité sera moins bonne et la densité de nutriments et la qualité des nutriments sera moins bonne et la biodisponibilité aussi des nutriments sera certainement moins bonne, voilà. Donc il faut aussi avoir des nutriments et des macronutriments de qualité, donc il faut des sources de nourriture de qualité. Enfin, il faut aussi que vous aimiez tout simplement ce que vous mangez, hein, sincèrement, afin de pouvoir tenir sur la durée. Mais évidemment, pas de malbouffe, en vous mentant à vous-même. Personne n'aime vraiment la malbouffe. C'est-à-dire que si vous aimez la malbouffe, c'est que vous êtes addict à la malbouffe. Ce qui est compréhensible, hein, vu qu'il y a des gens très très forts dans ce monde, des ingénieurs très très forts, des scientifiques très très forts qui ont réussi à nous rendre addicts. Mais vous ne pouvez pas dire que concrètement que vous aimez la malbouffe parce que même si au début ça peut être vrai, au bout de 10 ans, déjà, bah, vous aurez pris facilement 10 kilos. Vous vous sentirez mal, vous aurez constamment des douleurs, quelque part dans votre corps, voilà, vous vous sentirez mal, vous irez pas bien. Physiquement, vous aurez pas le physique que vous voudrez et ce sera en grande partie dû à la malbouffe. Mais, après à un moment, je ne vous blâme pas si vous consommez encore de la malbouffe et si vous essayez justement de changer ça. Parce que moi-même qui suis, en régime carnivore carnivore strict depuis maintenant, près d'un an, et bien même moi, par moment, j'ai de grosses envies pour la malbouffe et pour des choses, par exemple, du Nutella, des pains au chocolat, des pains au lait avec du Nutella dedans, ce genre de choses. C'est ce genre de choses pleines de sucre, pleines d'huile végétale. Et plein d'autres, trucs imprononçables qui n'ont rien à faire dans notre corps. Plein de céréales aussi, qui ne sont pas bien du tout, pas bonnes du tout pour notre corps. Hein, les céréales, on les utilise pour engraisser les animaux, donc
pourquoi est-ce que ça n'aurait pas cet effet-là sur nous, sachant que ça a le même effet sur d'autres mammifères? Bref, c'est un autre sujet. Mais donc, moi aussi, j'ai des envies de malbouffe, alors que les choses que je vous ai listées, ben, ça fait plusieurs années que je n'en ai pas mangé. Et pourtant, j'arrive quand même des fois à avoir des envies comme ça de malbouffe. Donc, ils sont vraiment très forts pour nous rendre addicts à ces choses. C'est dur d'en sortir, mais ça vaut la peine d'en sortir et d'essayer à minima un régime cétogène. Pourquoi pas un régime carnivore? Mais vraiment, à minima, un régime cétogène, sortir de ce piège de la malbouffe. Parce que oui, ça titille nos papilles gustatives, c'est bon en bouche, mais ça fait des dégâts considérables sur notre corps. Et c'est pas bon ni pour notre santé mentale, ni pour notre santé physique. Donc, la malbouffe, c'est à éviter. Et quand je parle de malbouffe, je parle bien sûr de fast-food, je parle de tous les plats cuisinés, de toutes les nourritures dont la liste, tout ce que vous pouvez acheter, globalement, hein, tous les biscuits, les chips, le pain, tous les trucs avec des céréales, donc les céréales pour les enfants le matin, au petit déjeuner. Bien sûr, donc les pains, les brioches, les viennoiseries, les pâtes, le riz, toutes ces choses-là, hem, il faut absolument les éviter, heu et globalement, toute chose que vous achetez dont la liste d'ingrédients est supérieure à 4 ingrédients, c'est beaucoup trop transformé. Et au plus une nourriture est transformée, au moins elle est bénéfique pour vous et au plus elle est bénéfique pour l'entreprise qui vous la vend. Il ne faut pas oublier que ce sont des entreprises qui ont besoin de faire de l'argent et du profit. Et donc au plus il y a d'ingrédients, au plus la nourriture est transformée, au plus ça va bénéficier aux créateurs de la nourriture et non pas à vous. Donc il faut faire très attention côté nutrition parce que ça peut tuer vos gains et ça peut vous tuer sur le long terme, tout simplement. Pour terminer sur la récupération, nous allons rapidement parler des étirements. Les étirements ne permettent pas réellement de mieux récupérer ou de récupérer plus vite, car ils causent des dommages aux muscles. Cependant, pour certaines personnes, et c'est peut-être d'ailleurs votre cas, eh bien, certaines personnes aiment s'étirer, donc elles se sentent bien après avoir fait des étirements. Dans ce cas, bah, c'est très bien. Elles peuvent continuer à le faire. Et si c'est votre cas, vous pouvez continuer à le faire. En revanche, si s'étirer représente une corvée pour vous, alors ne le faites pas, en tout cas dans l'optique de booster votre récupération, parce que ça ne marchera pas nécessairement. Néanmoins, les étirements, ça reste très important pour améliorer votre souplesse et votre flexibilité, ainsi que pour réduire les douleurs dans certaines zones de votre corps, comme par exemple pour les lombaires ou pour les épaules. Les étirements, ils ont d'autres fonctions, bien sûr, que la récupération pour vos séances. Maintenant, une toute petite question, quelle durée pour une séance? La réponse est assez courte. Pour la majorité des personnes, des séances de 45 minutes à 1h30, ça semble être la durée optimale pour une bonne séance, car au-delà, il y a généralement trop de fatigue et donc plus vraiment d'efficacité, bien que, ceci dit, j'arrive facilement à faire des séances de 2 heures sans être trop fatigué et en travaillant correctement les muscles. Maintenant, à quelle fréquence aller à la salle? Eh bien, déjà, il semble que la fréquence idéale d'entraînement pour un groupe de muscles est entre 2 et 4 fois par semaine. Cependant, comme je l'ai montré plus tôt, vous pouvez très bien faire un groupe de muscles une fois par semaine en faisant entre 5 et 8 séries dans votre séance et tout de même obtenir de très bons résultats. Quand je dis plus tôt, c'est évidemment dans l'épisode précédent qu'on en parle.
Pour ceux qui souhaitent se rendre à la salle pour être en bonne santé et qui ont déjà une masse musculaire raisonnable, vous pouvez envisager de ne faire que 2 séances par semaine, ou dans chaque séance, vous faites, chaque fois le corps entier. Pour ceux qui veulent être massifs sans être des bodybuilders, vous pouvez faire entre 3 et 5 séances par semaine, hem, de plus ou moins 1 heure, hein, à chaque fois, ça semble pas mal. Et enfin, pour ceux qui veulent être des bodybuilders, professionnels ou amateurs, eh bien, il faut faire entre 5 et 9 séances par semaine. Ça veut dire qu'à certains jours, vous allez faire une séance le matin et une séance l'après-midi. Parlons maintenant de la charge à utiliser pendant ces séances. Tout d'abord, il y a 2 questions auxquelles on doit répondre pour le choix de la charge de travail. La première, c'est: pouvez-vous la soulever avec une bonne technique entre 5 et 30 fois en une série? Et la deuxième question, c'est: êtes-vous proche de l'échec à la fin de votre série? C'est-à-dire, êtes-vous entre 1 et 3 répétitions avant l'échec quand vous terminez votre série? Aller jusqu'à l'échec, c'est une bonne chose pour le gain musculaire. Cependant, ça génère énormément de fatigue. Donc, si vous faites jusqu'à l'échec, vous n'avez pas d'autre choix que de faire moins de volume, sous peine, encore une fois, de faire du junk volume, c'est-à-dire de faire du volume qui ne sert à rien parce que votre technique sera pas bonne et donc ce sera globalement inefficace. De plus, bouger des charges modérées ou lourdes de manière rapide tout en gardant une bonne technique et sans aller jusqu'à l'échec, ça permet d'améliorer votre explosivité, ça permet d'améliorer votre puissance et donc ça peut être intéressant selon vos objectifs tout simplement. Ensuite, il y a 2 façons de faire évoluer la charge au cours du temps. La première, c'est d'ajouter un peu de masse chaque semaine sur une phase d'accumulation jusqu'à être trop fatigué et d'être obligé de décharger progressivement. Le but ici, c'est d'essayer de faire le même nombre de répétitions et de séries avec la nouvelle masse qu'avec celle d'avant. La deuxième façon de faire évoluer, c'est d'ajouter 1 ou 2 répétitions dans la limite des 30, bien sûr, et sans changer la charge. Donc, si vous étiez à 13 répétitions la semaine dernière, enfin, pour la séance d'avant, une fois que vous refaites cette séance et ce même exercice, essayez de rajouter 1 à 2 répétitions. Et si vous êtes déjà à 30 répétitions, bah là, il vaut mieux rajouter de la masse. Voilà, on veut éviter quand même d'aller au-dessus des 30 répétitions. La plage de charge optimale pour l'hypertrophie et la force musculaire, ça se situe entre 30 et 80% de votre one rep max, donc de votre maximum sur une répétition, un maximum de charge sur une répétition, que ce soit pour un exercice avec des poids, des élastiques ou en poids du corps. Le one rep max étant donc, comme je viens de dire, la charge maximale que vous pouvez soulever avec une bonne technique pour une seule répétition et qui est amenée à évoluer bien sûr au fil de votre progression. Donc il faudra de temps en temps refaire des tests afin d'optimiser la charge lors de vos séries. L'objectif est de faire ce progressive overload, hein, cette surcharge progressive, jusqu'au moment où vous n'êtes plus en mesure d'atteindre votre record de la session précédente lors de 2 sessions consécutives. Par exemple, si lors d'une séance, vous soulevez une barre de 30 kg sur 10 répétitions 4 fois au développé couché et que sur les 2 séances qui suivent, vous n'arrivez pas soit à refaire 10 répétitions à 32 kg, soit 11 ou 12 répétitions à 30 kg 4 fois, alors à ce stade, ce que vous devez faire, c'est pendant la moitié d'une semaine, vous refaites la même séance avec moitié moins de charge, moitié moins de répétitions et moitié moins de séries pour permettre à vos muscles de grandement récupérer afin de pouvoir de nouveau progresser dans les semaines suivantes. Et si vous sentez que vous êtes très fatigué physiquement, que le désir de s'entraîner est plus faible, que vous ne dormez pas si bien, que vous avez un faible appétit,
il est bien de faire cette technique de division par 2 sur une semaine entière, voire sur une semaine et demie. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet de bien récupérer tout en continuant à faire du volume et à travailler vos muscles. Et ça, c'est quand vous atteignez donc un plateau généralement lors de vos séances. En parlant de sommeil, il est impératif de bien dormir avant même de penser à votre programme ou votre alimentation. Et en général, pour un adulte, il faut dormir, et je précise bien dormir et non être dans le lit, entre, je l'ai dit tout à l'heure, 7 et 9 heures par nuit, ce qui veut dire entre 8 et 10 heures, voire 12 heures dans le lit. Pour mesurer votre temps de sommeil, vous pouvez vous munir, bien sûr, comme on en a parlé, d'appareils qui vous permettent de le mesurer, hem, comme par exemple ce que j'ai, c'est le Oura Ring, hein, c'est une bague. J'ai pas de lien avec eux, mais voilà, soit une bague, soit vous avez, il y a quoi? Il y a Whoop aussi, je crois, qui fait des choses, et puis globalement, maintenant tout le monde fait, même les téléphones le font. Bref, abordons maintenant la question de la motivation, et là, il y a plein de points. En premier lieu, si vous êtes passionné par la musculation, alors c'est réglé. Vous n'aurez aucun besoin de vous motiver pour aller à la salle, hein. Quand on est motivé, quand on est passionné par quelque chose, on n'a pas besoin d'être motivé. On aime tellement cette chose-là qu'on l'a fait quoi qu'il arrive. Ensuite, l'environnement médiatique peut jouer un rôle important en ce sens qu'il peut vous inspirer et vous motiver. Par exemple, si chaque réseau social que vous possédez que vous possédez, hem, si sur chaque réseau social que vous possédez, pardon, vous n'avez presque que des gens qui, vont ou sont à la salle et qui vous poussent à faire de même, alors cela, pourrait vous aider les jours, par exemple, où il pleut et où vous n'avez pas forcément envie de se mettre un pied dehors pour aller même à la salle. Le troisième point, c'est, tout simplement de se fixer des objectifs, hein, c'est une bonne source de motivation. Ça peut être un objectif sur le nombre de répétitions d'un exercice, sur le nombre de séances par semaine, et cetera. Bref, fixer un objectif. Généralement, ce qui est bien, c'est d'avoir un programme fixe avec des séances fixes, hein, de faire toujours les mêmes séances chaque semaine avec les mêmes exercices, et de ne pas changer ce programme entre 8 et 12 semaines. Et puis à la fin de ces 8 et 12 semaines, vous regardez à quel point vous avez progressé sur votre objectif. Et puis vous adaptez derrière. Soit vous changez complètement le programme, soit vous changez que quelques exercices, soit vous gardez le même programme. Mais donc se fixer des objectifs sur le court, moyen et long terme, ça peut vous permettre de rester motivé pour aller à la salle, parce que, encore une fois, vous le savez, la régularité, c'est la clé. Ensuite, avoir quelqu'un avec qui faire sa séance, ça permet non seulement d'être motivé, mais aussi d'avoir quelqu'un qui vous pousse à rester régulier dans votre pratique dans les moments difficiles. Et ça, c'est non négligeable. Bien sûr, la proximité de la salle, entre 15 et 45 minutes, il y a une différence énorme entre la motivation. Voilà, si vous avez, la salle de sport à moins de 15 minutes de chez vous, ça fait une grande différence par rapport à si elle est à 45 minutes de chez vous, ça c'est sûr. Donc, essayez de choisir une salle de sport, une salle de musculation qui soit proche de votre domicile ou proche de votre travail, si à chaque fois que vous allez à la salle, vous y allez après le travail ou avant le travail. Bien sûr, le point suivant, c'est de faire des exercices qui vous plaisent. Prendre toutes les petites victoires au fur et à mesure de votre progression aussi. Ça vous permet de rester motivé et de continuer à aller à la salle. Bien sûr, la régularité, elle crée l'habitude d'aller à la salle, et grâce au progrès et aux bonnes sensations en fin de séance du devoir accompli, un cercle vertueux se met en place au fil du temps, et à force, vous voudrez juste être à la salle pour soulever de la fonte, et dès lors, il n'y aura plus à se poser la question de la motivation. Maintenant, le dernier point, si vous êtes seul,
la musique peut aussi être une bonne source de motivation pour vous rendre à la salle et pour vous dépasser lors de vos séries, hein. Si vous vous sentez pas trop prêt à aller à la salle, et cetera, mettez de la musique qui vous ambiance, mettez de la musique qui vous donne envie d'aller à la salle et voilà, vous mettez cette musique et puis voilà, vous commencez à rentrer dans la zone et puis vous pouvez, commencer à mettre vos habits de la salle, puis à mettre vos chaussures, puis à vous lever, à continuer à vous ambiancer avec la musique et puis une fois que vous êtes dans la salle, c'est pareil, vous pouvez utiliser la musique comme un moyen de vous motiver pour un moyen comme un moyen de continuer. Pour bien performer, vous voulez être sûr d'avoir suffisamment d'électrolytes dans votre corps, hein. Électrolytes, sodium, magnésium, potassium, ainsi que de la créatine que vous pouvez trouver naturellement, bien sûr, dans la viande rouge. Viande rouge, je l'ai appris récemment, viande rouge qui généralement est donc une désignation pour toute viande provenant d'un mammifère. C'est-à-dire que la viande de porc et de la viande rouge, c'est considéré comme de la viande rouge. Moi, je pensais que c'était de la viande blanche, et mes proches aussi d'ailleurs. Mais en fait, non. La viande de porc, c'est de la viande rouge, puisque le porc est un mammifère, tout comme la vache. Voilà, c'est juste un petit instant culture générale. Et pour terminer cet épisode numéro 2 sur la musculation, ce deuxième épisode sur eh bien, la prise de muscle, on va parler de, du régime carnivore et d'aller à la salle quand on est en régime carnivore. Il y a plusieurs points ici. Globalement, manger de la viande grasse jusqu'à ce que le goût en bouche ne soit plus agréable, 2 fois par jour, on va dire. Voilà, ça semble être une bonne chose. Donc, encore une fois, lorsque vous allez être adapté et que vos hormones seront re-réglées, hein, une fois que vous aurez enlevé tous les glucides et toutes les merdes que l'on peut avoir dans notre alimentation moderne, vous allez réapprendre à écouter votre corps et donc vous allez manger de la viande. Au début, ça va être super bon. Vous allez vous dire, j'adore ça, j'ai envie d'en manger encore et encore. Et puis, au plus vous allez en manger, au plus vous allez vous sentir rassasié, au moins la viande aura un goût plaisant en bouche, jusqu'à arriver au moment où la viande aura littéralement un goût de caoutchouc dans votre bouche. À ce moment-là, vous êtes bon, votre corps il est en train de vous dire, j'ai eu tous les nutriments dont j'ai besoin, on peut attendre avant de manger. Voilà, fin du repas, on attend la prochaine fois avant de manger. Ensuite, le deuxième point, c'est très important, mais ça marche aussi si vous n'êtes pas en régime carnivore, bien sûr, c'est tout simplement d'y aller fort pendant vos séances, de vous donner, de faire un effort intense, encore une fois, jusqu'à proche de l'échec, voire jusqu'à l'échec. Ensuite, ce qui semble pas mal, c'est de manger après votre séance et pas avant. Parce que ça peut impliquer de meilleures sensations et de meilleures performances, tout comme une meilleure récupération et moins de fatigue musculaire. Bien que ça puisse être quand même assez intéressant de prendre des forces avant de manger, non, mais avant de faire sa séance de musculation. Ça peut être intéressant de prendre des forces via la nourriture tout simplement parce que, bah, ça va vous permettre de remplir vos stocks d'énergie, ça va vous permettre de vous remplir de carburant. Mais encore une fois, c'est à vous de tester. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous faites de meilleures séances en ayant un peu mangé avant? Ou est-ce que, vous faites de meilleures séances sans avoir mangé avant vos séances et en mangeant après? Le quatrième point, c'est que en mangeant des glucides, vous pouvez prendre plus de masse, bien sûr, mais cette masse additionnelle, elle sera majoritairement sous forme de gras, de glycogène et de rétention d'eau,
et non de muscles. Donc les glucides, ils vous permettent de l'extérieur eh bien d'être, plus gros, d'avoir de plus gros muscles, mais déjà vous aurez pas forcément des muscles plus définis, des muscles plus esthétiques, hein, puisque ça va être majoritairement du gras, du glycogène et de la rétention d'eau et donc sur le long terme, ça peut aussi bien sûr causer des problèmes, hein, en plus de tous les problèmes que peuvent causer les glucides dans votre corps. De plus, les performances sur le court terme, du moins, elles sont similaires entre un régime carnivore et un régime riche en glucides. Mais une fois que les athlètes sont entièrement adaptés aux graisses, leurs performances sont bien meilleures grâce à des réserves d'énergie presque illimitées que sont bien sûr les réserves de graisse, bien que les réserves de graisse soient donc un peu plus lentes au démarrage que le glycogène. Et ça, on en reparlera bien plus en détail dans des épisodes futurs du podcast des 4 piliers. Le dernier point avant de conclure cet épisode, c'est que eh bien, la récupération se fait plus rapidement lorsque vous suivez un régime carnivore et vous permet de faire plus de volume et donc potentiellement de prendre plus de muscles. En plus de faire en sorte que, la plupart des muscles enfin, quand vos muscles vont grossir, que vous allez avoir de l'hypertrophie, contrairement à quand vous mangez des glucides, eh bien, en régime carnivore, ça va être majoritairement donc du muscle et un peu de graisse, certainement, mais très peu de rétention d'eau, notamment et il y aura pas besoin, quand vous êtes en carnivore, vous n'avez pas besoin de faire de phase de sèche comme le font ceux qui mangent des glucides, tout simplement parce que vous allez directement construire un physique esthétique et sec en suivant un régime carnivore. Voilà, cet épisode numéro 2 sur la prise de muscle, eh bien, il touche à sa fin. Merci encore une fois d'avoir écouter ce nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre intérêt dans la science, dans votre santé. Et comme d'habitude aussi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain à 18 h, pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.